Yvous me dit « Le PSG est clairement au-dessus des débats en Ligue 1 et file vers un 11e titre en 13 ans. Peut-on regretter la tactique tapis de Niso qui établissait un équilibre à l'image d'un Messi 8 ballons d'or? Ne dévalue-t-on pas la marchandise quand c'est exagéré ?» Bah écoute, quand je vois les réseaux, beaucoup de Marseillais pensent que Marseille va être en capacité à jouer le titre cette saison. Pareil pour Monaco. Donc voilà, j'imagine que c'est vrai que le PSG semble bien parti. Maintenant, le PSG, contrairement à Marseille, mais par contre, comme Monaco et Lille, qu'il faut pas oublier dans les équipes, pour en tout cas les places en Ligue des Champions, on va avoir la Ligue des Champions à gérer, une Ligue des Champions où on a rajouté 2 matchs. Une Ligue des Champions qui va maintenant mener les équipes jusqu'à fin janvier. Voilà. Plus les joueurs sont fatigués, plus on rajoute des matchs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc oui, le PSG est au-dessus. Après, au niveau du PSG, il y a quand même des manques de recrutement. Il n'y a pas de doublure à Nuno Mendes à gauche, il n'y a pas de doublure à Hakimi à droite. Mais bon, pareil que Luis Enrique est content. Donc, s'il est content, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Agite me dit, est-ce que Pierrot est un sérieux prétendant aux places qualificatives en Europe? Et surtout, est-ce que la politique menée par Bluco va permettre de garder les joueurs sur 3 ans pour avoir des chances en Europe au cas échéant? Je pense pas, je suis sûr que si Bluco a tant investi cette saison, c'est aussi parce qu'il y a des équipes qui sont en difficulté et que justement c'est une manière, même pas détournée, de creuser l'écart par rapport à d'autres équipes. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je pense que Strasbourg a bien recruté. Maintenant, je pense qu'il faut pas être trop pressé. Il y a quand même énormément de nouveaux joueurs. Faut aussi remarquer que tous les joueurs recrutés par Bluco l'année dernière sont encore là cette année. Même qu'un joueur prêté comme André Santos, il faut se rendre compte du joueur exceptionnel que c'est. Je dis pas ça parce qu'il a mis 2 buts sur les 2 derniers matchs, mais c'est un joueur qui, pour moi, aura un jour le niveau pour jouer au milieu au PSG. C'est un cadeau du ciel pour un club du niveau de Strasbourg d'avoir un joueur de cette dimension dans son équipe. Donc voilà, je pense que une place dans les 8 premiers me paraît un objectif plus raisonnable pour le Racing cette saison. Yvous me dit quels sont les vrais enjeux à la Ligue? Pouvoir, argent, qu'est-ce qui justifie ce fonctionnement à la URSS version Brejnev? Rien. Rien ne justifie ce qui se passe à la Ligue. C'est vrai que quelques-uns m'ont reproché la virulence de mon tweet lorsque j'ai appris que Cyril Linette était dans un premier temps exclu de la candidature à la Ligue, où j'ai dit qu'ils crèvent tous. Alors, quand je dis qu'ils crèvent tous, évidemment, je disais pas ça physiquement pour les gens, je disais ça pour leur club et leur magouille de merde dans leur... et voilà, et on voit une excellente vidéo de Romain Molina qui confirme d'ailleurs totalement les infos que j'ai sur le fonctionnement de la Ligue. Enfin, le fonctionnement, en fait, tout est fait depuis des mois par Vincent Labrune pour totalement verrouiller cette élection. Rien ne dit d'ailleurs qu'à terme il n'y arrivera pas. L'éviction dans un premier temps de Cyril Linette était une grande victoire pour lui, parce que j'imagine que dans son esprit, c'est la seule petite menace, c'est Cyril Linette. Donc la campagne d'indignation et l'intervention de la ministre ont aussi modifié la donne. Voilà, j'espère qu'il y aura une élection démocratique et pas juste une pantalonnade pour faire une élection triomphale à la Brune qui, de toute évidence, ne mérite plus
n'en déplaise à Nicolin et à Caillot, ces deux sbires et hommes de main, d'être de nouveau à la tête de la Ligue. Yves Sancor me dit, la maire de Paris veut que les anneaux olympiques restent ad vitam aeternam sur la Tour Eiffel. On a vécu des moments forts avec ces JO, mais de là à altérer définitivement ce monument, un peu comme on fait des namings d'un stade, ça me gêne. Un référendum, non. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne veux pas faire de la politique à deux balles et me faire Anne Hidalgo. Elle a déjà tellement morflé de partout. Mais c'est encore effectivement une décision à la con. Alors, il faut déjà savoir que les anneaux actuels pèsent 30 tonnes et que à terme, ils ne sont pas supportables par la structure de la Tour Eiffel, donc il faudrait les remplacer. Je trouve d'ailleurs d'une manière générale qu'il y a assez peu de retombées pour Anne Hidalgo par rapport à ces JO. Et pas beaucoup plus pour Macron non plus. Je pense que les retombées, elles sont pour les gens qui ont vécu des moments de bonheur. Donc cette idée de le conserver, enfin déjà, et puis il faut aussi savoir que la Tour Eiffel n'appartient pas qu'à la mairie de Paris et que le gouvernement a son mot à dire. Et c'est comme les 50 km/h sur le périphérique, il y a des gens, à commencer par le préfet de Paris, qui ne laisseront pas faire. Mais voilà, ça fait partie du buzz de merde traditionnel d'Anne Hidalgo. Quand je vois ça, bon, ça fait très longtemps que j'habite plus à Paris, mais je suis tellement heureux de même plus être en région parisienne. Là, j'y vais 4 jours la semaine prochaine. Je suis déjà en PLS. Arkman07 me dit, après un Wimbledon encourageant, comment expliquer qu'on a assisté au pire résultat avec 0 Français au 3e tour de l'US Open depuis 95? Ils sont pas bons. Je veux dire, c'est... je veux dire, bon, pour Richard Gasquet qui continue avec courage à faire les qualifs et qui joue parce que par amour du jeu, et c'est très méritoire de sa part. Il n'y a plus que Gaël Monfils qui arrive encore à performer de ci, de là. Donc bon, son gars Simon, c'est fini. Donc la nouvelle génération, c'est Van Hache qui a pas un coup fort dans son jeu. Mpetshi Péricard qui a, allez, on va dire, un service, un coup droit et rien d'autre. Et Arthur Fils qui lui a plus de choses, mais qui mentalement, alors qu'il a gagné quand même le tournoi d'Hambourg en battant Zverev en finale, il faut quand même le faire. Mentalement, il n'arrive pas à franchir le cap. Sa défaite dans ce US Open, elle n'est pas normale. Et c'est une déception. Bon, chez les filles, il y a clairement un trou de génération qui est même incarné par Caroline Garcia, qui gagne maintenant difficilement plus de 2 matchs par tournoi depuis 1 an et demi. Donc voilà, il n'y a pas de joueurs qui arrivent. La structure de la Fédé, à l'évidence, elle est inefficace parce que voilà, je veux dire, à un moment donné, il y a des grands talents qui émergent dans certains pays, comme Djokovic. Je veux dire, la Serbie est pas un grand pays de tennis, la Suisse est pas un grand pays de tennis. Pourtant, ils ont sorti Federer et Wawrinka. J'aimerais être sûr que si un Federer arrive en France, il soit pas formaté à Roland-Garros, à faire des ronds au fond du cours. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je pense déjà qu'il n'y a pas de bonne génération et que ça fait un moment que ça dure. Et je pense aussi que la formation à la française est obsolète. Guillaume C. me dit, on a le calendrier des matchs de la nouvelle C1 et Paris va affronter City seulement en janvier. Penses-tu que le fait que ce soit après le Boxing Day puisse changer la donne? Déjà, ce qui change la donne, c'est que c'est en janvier, que là on est le 2 septembre, donc il y a 4 mois encore avant 5 mois même avant qu'on parle de ça, qu'il peut y avoir des blessures, des méformes, des problèmes, et puis surtout je sais plus si c'est le 7e ou le 8e match, la qualification peut être acquise pour l'une ou l'autre, voire les deux équipes.
Donc ça pourrait être aussi un très grand match amical à l'arrivée. Et effectivement, la période des fêtes pour le foot anglais n'est pas vraiment propice à une reprise européenne dès janvier. Et c'est évident, c'est pas quelque chose qui les avantagera. Lou Orfigno me dit « À ce jour, aucun club de Ligue 1 maintenu sportivement à la fin d'une saison a été regardé en Ligue 2. Au vu des difficultés financières de beaucoup de clubs de Ligue 1, va-t-on assister à cet été à des rétrogradations par ADN-CG ?» Peut-être. J'ai pas les comptes sous les yeux des clubs. On sait que Montpellier est vraiment dans la difficulté. On peut aussi s'inquiéter pour Lyon, qui n'a pas vendu beaucoup, qui a acheté beaucoup et qui a des objectifs élevés. Et voilà. Après, il faudra voir comment des clubs comme Angers, Reims, Le Havre, voire même Brest et Nantes vont pouvoir. Bon, Brest, ils vont avoir quand même l'argent de la Ligue des Champions et ils ont été très raisonnables sur le marché, donc ça leur permettra certainement de consolider leur position financière. Mais il est évident, surtout qu'on ne sait pas, encore une fois, ce que vont donner les droits télé dans 3 mois, dans 6 mois et encore moins dans 1 an. Voilà, il y a une vraie épée de Damoclès sur le foot français, c'est une évidence. Anatole du 49 me dit « Est-il plus difficile, voire méchant, de juger de manière critique les performances d'un para-athlète comme un athlète olympique ? Je fais référence au recadrage dont Teddy Riner a fait l'objet de la part de certains para-athlètes. » Or, j'ai trouvé ce recadrage totalement nul parce qu'il y avait évidemment pas une once de méchanceté, il y avait même de l'admiration dans la déclaration de Teddy. Après, il faut pas nous saouler avec ouais, mais on est des gens normaux, on veut être traités comme des gens normaux. Ouais, mais bon, quand t'es en fauteuil, et j'ai été en fauteuil 5 mois avant et après ma greffe, quand t'es en fauteuil, tu n'es pas quelqu'un de normal. Faut arrêter de dire des conneries. Donc, moi, j'ai pas du tout été choqué par la réaction de Teddy. Après, les Jeux paralympiques, bah, voilà, c'est formidable. Après, moi, quand je vois ça, déjà, d'une part, je suis assez mal à l'aise. Quand je vois le Brésilien qui est champion olympique de natation avec des toutes petites jambes et pas de bras, je suis désolé, j'ai du mal à me focaliser sur la performance sportive. Je suis focalisé sur son état et sur l'énorme courage qu'il lui faut pour arriver. Et j'imagine des doses d'entraînement phénoménales. Voilà, formidable, mais je peux pas voir ça comme une compétition sportive banale. Allez, on va passer à la deuxième partie, parce qu'il y a 4 parties de questions. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti. Hein. Yvous me dit « Le torrent de haine contre Mbappé sur les réseaux sociaux me sidère toujours autant. Bref, en plus de ses buts, je suis surtout impressionné par l'atmosphère qu'Ancelotti arrive à installer dans une équipe aussi compétitive et concurrentielle. Es-tu d'accord ?» Déjà, il faut voir que le Real est un grand habitué de ces démarrages diesel. Souvenons-nous, il y a des saisons où ils étaient même beaucoup plus décrochés et que voilà, et c'est une équipe qui en général produit une accélération foudroyante à partir de la deuxième partie de saison. Concernant l'intégration de Mbappé, comme je l'ai dit la semaine dernière, et ça me confirme le match contre le Betis Séville, c'est que cette entente avec Vinicius, qui joue quand même beaucoup pour sa pomme, est très compliquée. Alors que Kylian fait... tu connais... voilà, il essaye de rester dans l'axe. Quand il va à gauche, il est immédiatement plus à l'aise. Bon, il a marqué 2 buts contre le Betis. J'espère que ça va déclencher quelque chose pour lui. Après, il faut pas oublier que cette équipe est privée de Bellingham pendant encore
2 semaines, Camavinga, et que le problème actuel, surtout au Real, c'est le milieu de terrain, qui n'est pas assez puissant, pas assez créatif. Et c'est vrai que les attaquants du Real reçoivent le ballon très souvent arrêté et pas en mouvement. Donc voilà, je pense que c'est un club qui ne paniquera jamais et qu'il faut un peu de temps pour que d'abord les blessés importants reviennent et que derrière les choses rouleront pour le club et pour Mbappé. Pepito, Pepito, mi corazón, Pepito. Cet été, nous avons eu l'Euro, la Copa América, les Jeux Olympiques. Malgré tout, il y a déjà une trêve internationale cette semaine. Peux-tu nous donner ton ressenti là-dessus? La FIFA ne devrait pas plutôt permettre aux joueurs de se reposer? Malheureusement, business is business. C'est l'éternel débat entre le foot de sélection et le foot de club. C'est vrai que, alors que les championnats ont disputé 3 voire 4 journées, déjà avoir une coupure avec 2 matchs internationaux, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais que si on supprime cette fenêtre internationale, comment vont faire les sélections pour se préparer pour les grands tournois qui sont quand même, encore une fois, presque ce qui intéresse le plus les gens? C'est le problème des matchs internationaux, c'est que ça n'intéresse personne lorsqu'il s'agit, je parle des équipes européennes, de la Ligue des Nations ou des matchs amicaux, et que ça intéresse tout le monde quand on se retrouve avec les grandes compètes. Donc voilà, c'est un problème quasi insoluble.